Alors, donc, à la suite du symbolisme, d'accord, maintenant, et dont on a vu les caractéristiques, les principes, les fonctionnements, etc., nous découvrons à présent un dernier courant, comme ça on va le dire, hein, en 5, le Parnasse. Vous avez dû entendre les Parnassiens, ce sont des auteurs du mouvement le Parnasse. Ça se dit comme ça, le Parnasse. Et le Parnasse a une caractéristique principale. L'art, c'est 100% le beau. L'art. Donc voilà pourquoi on appelle aussi le courant de l'art pour l'art, ou tout simplement l'art pour l'art. Quand vous entendez en littérature l'art pour l'art, on est en train de faire référence à ce mouvement-là, à ce courant-là, au principe, n'est-ce pas, de ce Parnasse-là. Et pour noter quelque chose à propos de lui, on va dire que, au fait, l'art pour l'art, c'est comme ça on l'appelle, l'art pour l'art, ou le Parnasse. Vous voyez? Donc, si vous dites le Parnasse, vous parlez de ce Parnasse. Si vous dites l'art pour l'art, c'est aussi le Parnasse. C'est un mouvement littéraire, on va le dire comme ça, est un mouvement littéraire, un mouvement littéraire, voilà, d'écrivains au départ romantiques. D'écrivains, c'est un certain nombre d'écrivains du romantisme, d'écrivains du romantisme. Voilà. Vous voyez, les répercussions, je n'en dirai pas des conséquences au sens négatif, etc. Mais en tout cas, la vitalité du romantisme, voilà, ces processus de, n'est-ce pas, de continuité ont donné d'autres moments. Et vous allez vous rendre compte que du symbolisme au Parnasse, là, vous sentez toujours que, au fait, c'est l'élan liberté là, d'accord, l'élan de liberté du romantisme qui va commencer à occasionner une sorte de flopée de mouvements ainsi. Et le mouvement du Parnasse témoigne bien cela. Au fait, par définition, par principe, on va l'appréhender comment pour ne pas l'oublier. Parce que, mine de rien, il se définit par son nom lui-même. En fait, le mouvement de l'art pour l'art, c'est ça que le mouvement du Parnasse. Parce que son objectif est véritablement de faire l'art au nom de l'art, par l'art et rien que pour l'art. De façon détaillée, qu'est-ce que tout ça signifie? Vous allez vous rendre compte que le Parnasse est en quête. Le Parnasse, d'accord, est en quête, n'est-ce pas comme ça, du beau et de l'uniquement beau. Et ça, c'est à retenir pour beaucoup de temps, encore qu'on existera comme littéraire. Littéraire, c'est que le mouvement Parnasse, c'est la quête de l'essentiellement beau, de l'essentiellement artificiel, de l'essentiellement artistique. Donc, tel que configuré, on va se rendre compte, on va remarquer du reste que, n'est-ce pas, l'expression du beau, l'expression pure et simple, l'expression pure et simple du beau, de l'artificiel est son objet principal. Voilà. À ne jamais oublier ce mouvement-là. Voilà comment il se, n'est-ce pas, caractérise. L'esthétique est seulement, lui, son but poursuivi.
Et quand vous allez vous rendre compte, au fait, quand on parle de l'esthétique, et le purement esthétique, l'esthétique pour l'esthétique, ça demandait aussi une certaine aptitude que tout le monde ne pouvait pas avoir. Donc ce n'est pas que c'est un mouvement futile, inutile, voilà, sans importance. C'est dans ces principes qui n'accordaient pas d'importance trop à ce qui est, voilà, utilitaire, ce qui nous permet de nous déplacer d'un point A vers un point B, ce qui nous permet de manger, ce qui nous permet de, etc. Dans ce sens-là, n'est-ce pas? Sinon, la poésie du mouvement, sous ce mouvement-là, ou avec ce mouvement, est une poésie très étudiée avec un accent particulièrement mis sur les sonorités, les figures de style, la beauté. Or, pour créer cette élégance, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, au départ, le mouvement parnassien, là, n'est-ce pas, avait pour objectif de souffrir dans la recherche de tout ce qui peut rendre beau. Et chercher ce qui peut rendre beau constitue un travail aussi difficile quelque part. Donc, dans les compréhensions, on ne dira pas que c'est un mouvement inutile. Non, pas en tant que tel. Pas dans ce sens. Mais son objet était le plus centré sur le beau. Le beau n'est forcément pas, n'est-ce pas, inutile. Comme tel, n'est-ce pas, si le mouvement Parnasse se caractérise de cette manière, on va se demander comment se caractérisait-il de façon plus approfondie. Les fondements de base de ce mouvement-là. Les caractéristiques distinctives, n'est-ce pas, de ce mouvement que nous allons noter en 5.1, n'est-ce pas, les caractéristiques ou fondements, si vous voulez, d'accord, les caractéristiques, d'accord, du Parnasse ou de l'art pour l'art. Voilà. Un tel mouvement, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que, voilà, tel qu'il est donné en généralité, d'office, il y a une sorte de rejet de l'utilité sociale du romantisme. Au fait, le Parnasse est né, au fait, plus ou moins en contestation au romantisme. Le romantisme qui voulait insuffler une certaine utilité sociale dans la production littéraire, lui, il vient pour pouvoir fermer les yeux sur cette utilité sociale. La production littéraire, l'utilité d'une œuvre littéraire ne doit pas tendre vers une utilité matérielle, etc. Ça doit tendre vers une utilité aux effets visibles sur celui qui consomme le produit littéraire, la joie, l'extase, la distraction, l'évasion, le purement beau, le bonheur que la beauté des mots déclenche en quelqu'un sont des utilités à peine suffisantes pour le Parnasse, au-delà du fait qu'un écrivain peut être matériellement riche, financièrement riche, d'accord, à cause de sa production littéraire. En ce moment, le Parnasse ne voit pas la création artistique de cette manière. Donc, c'est ce qui fait que, dans ces caractéristiques que nous commençons à énumérer au compte des tirés de cette manière, vous avez une sorte de rejet, n'est-ce pas, de l'utilité sociale, voilà, du romantisme. Voilà, vous avez l'utilité sociale du romantisme qui s'arrime à la liberté d'écrire. Voilà, la liberté d'écriture, de composition, surtout poétique, de composition, vous voyez, surtout poétique, et il rapprochait le poète, l'écrivain à un peintre, un chanteur, etc. Vous voyez, lorsque vous chantez comme vous le voulez, comme ça vous fait plaisir le plus essentiellement possible. Parce que ce n'est pas évident qu'une chanson qui ne vous a pas fait plaisir, vous puissiez forcément deviner qu'elle fasse plaisir, n'est-ce pas, à l'autre. Le peintre, il élabore, il produit un tableau
avec une sorte de décharge de son inconscient dans l'œuvre artistique produite. Ça lui fait lui-même un bonheur d'abord avant de s'extérioriser au monde pour faire le bonheur. L'écriture poétique devrait être telle, d'accord, écrit dans l'objectif, voilà, de faire beau, rien que beau, le plus essentiellement beau. Et en ce moment, au fait, cette manière d'écrire nous amène aux notions de ce que c'est que la poésie plastique, d'accord, voilà, où c'est seulement l'artificiel que vous sentez, voilà, et s'exprimer dans la poésie. Donc, l'intention en ce moment, dans cette caractéristique-là, vous allez vous rendre compte que l'intention, c'était donc de savoir seulement agencer les mots dans le sens de les rendre plus intéressants. Au même titre que la musique qui est, n'est-ce pas, une combinaison de sons de sorte à les rendre agréables à l'écoute. C'est la définition basique de la musique. Autant on combine les sons pour les rendre agréables à l'oreille, la composition, l'agencement des mots, voilà, les rythmiques et autres aspects de la versification devraient conduire à une sorte de considération de l'œuvre poétique comme un exutoire, un endroit où on vit le plein bonheur, justement.